Bonjour à tous, tout le monde m'entend? Qui n'entend pas? Je parle pour voir. Ah oui, ça y est, c'est bon. Je me suis pas assez avancée. Donc, d'abord, je vous remercie tous d'être présents, d'avoir commandé le soleil et pas la pluie, c'est super. Monsieur Amédro nous a invités et nous soutient dans nos actions depuis très très longtemps. Et je remercie l'IHU et l'IRIC de nous accueillir ici. C'est un beau lieu et vraiment, on ne connaissait pas. Un jour, on viendra faire une visite, puisque c'est quand même important de savoir où on va. Et je trouve que c'est vraiment agréable comme cadre et comme accueil et de trouver des solutions comme ça, de rencontrer d'autres associations, d'autres patients, d'échanger, c'est important. On se sent moins seul. Et donc, professeur Pascal Médroux va nous parler du programme de transition des adolescents et des jeunes adultes. C'est le sujet du jour partout, je crois, même en Europe et tout. C'est vraiment un sujet important. Et le travail qu'il a fait là-dessus, il va nous le présenter. Et on le remercie parce que du coup, nos adultes sont quand même mieux pris en charge qu'à une certaine époque. Et ça permet quand même de voir qu'il fait venir ses adhérents chez nous, enfin ses patients chez nous à la réunion. Donc c'est quand même super aussi d'intégrer les patients aux travaux des médecins, parce qu'ils travaillent sans médecin, il n'y a pas de patient, mais sans patient, on n'a pas de médecin non plus. Donc il faut travailler ensemble et échanger, et ça c'est important pour nous qui avons connu à une époque où les médecins avaient le savoir, les patients ils les subissaient, ils ne pouvaient pas donner leur avis, et voilà. Donc je remercie Pascal mille fois de cette idée qu'il a eue de dire viens à Bordeaux, et vraiment on est très contente, enfin très content d'être là. Merci Pascal. Merci Marie-Paul. Eh bien, écoutez, bienvenue à Bordeaux. C'est un vrai plaisir. Donc, vous avez compris que c'était déjà joyeux anniversaire à la NCC puisque vous avez 60 ans. Hein, voilà, je rappelle. Et effectivement, la NCC était à l'époque une association qui était un peu seule en France, qui a un peu essuyé les plâtres il y a des années, qui moi personnellement m'a soutenu dans les travaux de recherche quand j'étais interne ou jeune chef de clinique sur les thématiques que vous allez voir aujourd'hui. Et puis depuis, il y a eu plusieurs associations, beaucoup de choses se sont structurées. Moi, j'ai la chance de travailler aujourd'hui avec 3 associations. Vous êtes présents là tous les 3 aujourd'hui. Donc la NCC, les Liens du Cœur, Petit Cœur de Beurre. Et en fait, nous, les médecins, chercheurs, on a besoin de vous pour améliorer la santé, pour améliorer les prises en charge. C'était pas obligatoire il y a quelques années, ça l'est devenu, ce qui est une très bonne chose. Il y a une époque où les médecins étaient mal à l'aise avec la présence des associations de patients dans les services ou dans les décisions. Et donc, moi, je fais partie d'une génération où les choses ont été modifiées. Parfois, elles ont été modifiées par les lois. Et aujourd'hui, les patients sont systématiquement intégrés dans les décisions de santé publique qui les concernent. Voilà. Et donc, nous, on a par exemple des filières de santé maladies rares que vous connaissez et dans lesquelles vous êtes totalement intégrés pour la cardiologie. La filière, elle s'appelle Cardiogène. Et donc, je ne vais pas parler longtemps de cette diapositive parce que c'est des généralités, mais je sais que plusieurs d'entre vous pensaient qu'un patient dans la recherche, c'est uniquement un patient inclus dans un essai clinique. Alors qu'en fait, vous voyez sur ce pétale que vous êtes présent dans tous les aspects de la recherche. Et donc, vous allez potentiellement participer en tant que sujet, mais parfois, vous allez participer aussi en tant que patient expert. C'est des nouvelles prises en charge où vous allez passer des diplômes particuliers. Certains d'entre vous les ont passés. Et vous allez nous aider à améliorer les process de soins par des interventions et vous devenez l'équipe soignante. Et c'est très aujourd'hui soutenu par les pouvoirs publics, la notion de patient expert. Donc on vous invite vraiment à rejoindre vos équipes de cardiopédiatrie et congénitale dans lesquelles vous travaillez et de vous former, puisque la meilleure recherche, c'est quand même celle qui part des besoins du patient. Et donc le patient expert peut aussi nous aider, nous, quand on développe l'intervention, à mieux la développer auprès de certains publics. Le patient qui rentre dans un essai clinique, c'est pas le patient lambda en fait. Il est déjà sensibilisé, un peu éduqué, etc. Le patient expert peut nous aider, nous les chercheurs, à aller tester des essais cliniques sur des patients qui ne seraient jamais rentrés dans ces études.
Quand un jeune de 20-25 ans a participé à un essai clinique et va aller parler à un autre jeune de cet essai clinique, il aura un pouvoir de conviction qui sera important. Donc ça, cette notion de patient expert, elle est très, très importante. Ensuite, vous avez les présences de patients, tout simplement dans l'aide au financement de la recherche, par le mécénat, par les bourses. Et donc, vous faites totalement partie de ça, puisque vous êtes des associations ici présentes qui soutenaient particulièrement la recherche. Et donc, on a besoin de vous pour ça. Parfois, vous êtes même partenaire scientifique. Aujourd'hui, il y a des crédits, en particulier européens, qui imposent aux chercheurs qu'une association d'usagers reconnue d'utilité publique fasse partie du conseil scientifique. On est dans un niveau encore plus élevé, dès la conception de l'étude. Vous entendrez cet après-midi Johanna Calderon qui va vous parler d'un essai européen qui s'appelle Cali NeuroRehab, où la condition pour avoir le financement était qu'une association reconnue d'utilité publique fasse partie du conseil scientifique. Et donc, par exemple, dans ce projet, c'est l'association Petit Cœur de Beurre qui est le partenaire. Mais vous pouvez tous être partenaire d'un projet scientifique. Là, on est vraiment en amont à la création de ce projet. Après, vous pouvez aussi participer dans la recherche pour influencer le chercheur dans son évaluation de l'efficacité de sa recherche. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais les patient reported outcomes, c'est-à-dire je vais évaluer l'efficacité de ma recherche du point de vue de ce que pense le patient. Et c'est comme ça que vous nous avez dit à ma génération, c'est bien joli d'améliorer la durée d'hospitalisation ou de diminuer tel test biologique ou voilà, etc. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est notre qualité de vie. Et donc, les associations de patients, il y a 10 ans, la NCC, par exemple, à sa réunion annuelle, a dit clairement aux chercheurs, il faut absolument que vous utilisiez ce qu'on appelle les patient reported outcomes, donc en gros la qualité de vie, etc., la santé mentale, comme outil d'évaluation de l'efficacité de la recherche. Donc ça, c'est un axe qui est devenu très très fort d'ailleurs. Et quand vous êtes partenaire du comité scientifique qui va dire si oui ou non on a le financement, évidemment, en tant que patient, vous êtes très sensible à cette question. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui évaluent l'efficacité de cette recherche du point de vue du malade. Et donc ça veut dire qu'il faut que vous nous donniez votre point de vue sur tel ou tel outil. Il y a des questionnaires, par exemple, qu'on vous a fait tester, où vous nous avez dit, il fait 4 pages, ça n'est pas possible. Au bout de la 2e page, il y a trop d'informations, on s'y perd, on remplit n'importe comment. Donc on vous a écouté, et par exemple, pour le projet que je vais vous présenter derrière, on a choisi un questionnaire que vous aviez présélectionné dans une étude pilote. Ensuite, une fois que l'étude est terminée, on vous propose, dans un conseil scientifique ou lors de ce genre de réunion, de nous faire le retour de cette étude. Est-ce que l'intervention était trop compliquée? Est-ce que l'intervention était mal comprise? Est-ce que la note d'information qu'on vous a donnée au préalable, elle n'était pas suffisamment claire? Donc maintenant, on doit, nous les chercheurs, obtenir votre feedback, votre retour du protocole, pour voir si ce protocole a été adapté et si éventuellement il peut être amélioré. Et c'est ce qu'on a fait, Sophie Guillemont vous en parlera cet après-midi. On a fait une première étude pour la réhabilitation à l'effort, on a eu un feedback, et de ce feedback, on en a créé une autre qui vient totalement de vos remontées. Donc ça, c'est très important en fait. Vous pouvez aussi nous dire, cette intervention, elle est magnifique, mais un jeune ne va jamais participer de manière aussi intensive pendant 3 mois à cette intervention, c'est beaucoup trop. Avec la vie scolaire ou avec la vie professionnelle, on n'y arrivera pas. Et puis, la toute dernière étape, c'est aujourd'hui, c'est la diffusion des résultats. La diffusion des résultats, aujourd'hui, on demande à des patients, souvent ces fameux patients experts, mais ça peut être d'autres personnes, de vulgariser ou de nous aider à vulgariser les résultats pour qu'on ne finisse pas par dire, comme beaucoup en France, « Oh, j'ai été cobaye dans un essai clinique et finalement, je n'ai pas eu trop les résultats, je ne sais pas trop à quoi ça a servi. » Et donc, rien de mieux qu'un patient pour expliquer avec pédagogie
ce que c'est que l'essai clinique. De toute façon, c'est la seule façon de faire de la recherche. On ne peut pas faire de la recherche pour améliorer la qualité de vie en utilisant des logiciels informatiques, de l'intelligence artificielle ou des cellules. Vous n'êtes pas un ordinateur et vous n'êtes pas des cellules, et donc on est obligé de tester la recherche clinique sur vous. Et donc à la fin, vous nous aidez à diffuser les résultats. C'est très important. Il y a les réseaux sociaux, donc il y a tout un travail à faire qui est très peu fait, souvent sur les réseaux sociaux. Nous, les chercheurs, on va mettre notre article scientifique en anglais, et puis ça va s'arrêter là. Je pense que dans l'avenir, peut-être qu'on en parlera ce soir à la table ronde, il faut que vous, patients, nous aidiez à vulgariser la recherche, peut-être sur des vidéos très courtes, pour donner les résultats aux patients qui ont été concernés. C'est une obligation légale que nous avons quand on a touché de l'argent public de diffuser ces résultats auprès de vous. Donc aujourd'hui, on va faire un PowerPoint, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen. Et donc voilà, ça fait 10 ans qu'on présente nos résultats comme ça depuis cet axe qu'on a créé sur la qualité de vie. Et donc les chercheurs souvent sont très intéressés d'avoir des patients experts, c'est un peu nouveau tout ça, pour diffuser les résultats de cette recherche de manière très courte, didactique et pédagogique. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur les rôles d'un patient dans de la recherche. J'espère vous avoir convaincu que vous êtes dans tous les rôles, du début à la fin, de l'idée jusqu'à la diffusion des résultats, jusqu'à l'allocation des crédits, et jusqu'à quand même aussi un élément important, jusqu'au rôle institutionnel, puisqu'aujourd'hui c'est une obligation qu'une association de patients, alors souvent en France on appelle ça de manière triviale les associations des usagers, mais dans les agences du médicament, dans la haute autorité de santé, dans les filières maladies rares, vous êtes les directions de vos associations présentes souvent dans ces institutions. Donc, je vais vous montrer une étude à laquelle certains d'entre vous avaient participé. On a monté ce projet il y a quasiment une dizaine d'années, à l'époque où on avait beaucoup de perdus de vue chez nos adultes avec cardiopathie congénitale qui étaient cocoonés pendant la pédiatrie et qui arrivaient à un certain moment, on avait ras-le-bol de leur pathologie et puisqu'il n'y avait plus les parents derrière et qu'on leur avait dit qu'ils étaient guéris, on avait beaucoup de perdus de vue et donc on a créé, c'était un programme mondial, le phénomène de la transition, c'est les années 2010-2015. Et donc, on a décidé de mener un essai clinique pour voir l'efficacité d'un programme de transition qu'on avait créé, puisque à chaque fois que les patients revenaient nous voir à l'âge adulte, c'était soit pour une complication qu'on aurait pu gérer avant, soit pour un problème administratif, social, pré-bancaire qu'on aurait pu peut-être gérer avant, soit pour les femmes, un début de grossesse, sans bilan cardiologique avant, ou une mauvaise information sur la grossesse, des jeunes filles à qui on avait dit qu'elles ne pourraient pas avoir de grossesse, à une époque où on disait ça et où la médecine a évolué, et heureusement que 20 ans plus tard, les messages changent. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez diffuser auprès de vos usagers, ce que vous avez eu comme information quand vous étiez jeune, et pour certaines des informations périmées. Et donc, il faut participer à l'activité scientifique comme on fait aujourd'hui. Et donc, ce qu'on a remarqué aujourd'hui chez les adultes avec des malformations cardiaques même ou guéris, réparées complètement, il y a un surrisque de cardiovasculaire qu'il faut prendre en charge finalement depuis le plus jeune âge. Et donc, ce programme de transition, on l'a créé au départ en se disant on va améliorer les connaissances du patient, on va améliorer son autonomie, on va améliorer sa qualité de vie, et puis peut-être ça fera une génération d'adultes qui aura une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale. On a déjà regardé dans la vraie vie, une fois qu'on a créé ce programme de transition, je vais vous en parler dans les détails, on a regardé dans la vraie vie, sans faire de recherche, ce qui se passait dans la vraie vie. On a remarqué que les docteurs avaient tendance à inclure dans ces programmes de transition les patients qui étaient finalement les plus compliqués, avec des cardiopathies les plus graves, évidemment avec des besoins éducatifs qui étaient probablement plus importants. Et finalement, c'était une erreur parce que tout le monde a besoin d'éducation thérapeutique, même un patient qui a une cardiopathie simple. Mais dans la vraie vie, on avait beaucoup de patients qui ne voulaient pas revenir à l'hôpital pour une journée d'éducation thérapeutique. Donc ça aussi, c'est votre rôle d'association de patients que de dire aux jeunes en particulier, le TP fait partie de ton suivi comme le CG, l'écho, l'IRM, le test d'effort. Et donc aujourd'hui, on est dans une période où on systématise l'éducation thérapeutique. Il faut que maintenant, ça fasse partie du soin. Puisque la transition, c'est de l'éducation thérapeutique. Donc, on a mené cette étude
sur 200 jeunes. Et puisque vous nous aviez demandé d'évaluer ça du point de vue du patient, eh bien, on a utilisé la qualité de vie comme critère d'évaluation principal. Est-ce que la qualité de vie d'un jeune ado ou jeune adulte qui rentre dans un programme d'éducation thérapeutique au moment de l'adolescence va avoir au bout d'un an une amélioration de la qualité de vie par rapport à un jeune qui n'est pas rentré dans ce programme après un tirage au sort? Puisqu'en médecine, on dit que le tirage au sort est le meilleur moyen de répondre à cette question. Ça s'appelle la randomisation. On a choisi ce questionnaire que vous aviez à l'époque privilégié avec nos infirmières, qui est simple, qui fait qu'une seule page, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais au moins vous répondiez bien aux questions. Vous voyez, on écoute le feedback de nos patients. Et on a regardé d'autres choses, on n'a pas regardé que la qualité de vie, on a regardé aussi la connaissance de la maladie, la santé physique, la santé mentale, l'anxiété, la dépression, le test d'effort. Est-ce que éduquer un patient en promouvant l'activité physique fera qu'un an plus tard, il aura une meilleure capacité à l'effort? Donc vous voyez, on a regardé beaucoup de choses au-delà de la qualité de vie. Ce sont des patients qui ont été tirés au sort, ils étaient âgés de 13 à 25 ans. Le groupe qui a eu le programme, le groupe qui n'a pas eu le programme. Et là aussi, on vous a écouté, puisque vous nous avez dit, mais le groupe qui n'a pas eu le programme, c'est pas sympa pour eux. Et donc, on a rajouté, ce qui est en marron, une fois l'étude finie, ceux qui étaient tombés dans le groupe qui n'avait pas eu la transition, l'étude était finie, on les a reconvoqués hors recherche pour venir à la journée de transition. Et on a tout évalué au bout d'un an. Ça, c'était un peu risqué parce que vous faites une journée d'éducation. Est-ce qu'un an plus tard, il reste quelque chose? Comme ce sont des patients qui viennent une fois par an, les patients nous avaient dit, on veut bien participer à ce genre d'études, mais vous ne nous faites pas venir 3 fois à l'hôpital. Donc, comme les patients viennent une fois par an, on a pris le risque d'évaluer un an plus tard l'évaluation. Donc, il y a eu 3 centres de compétences qui ont participé à cette étude. 17 médecins qui ont envoyé les malades. Il n'y avait qu'un seul programme, 3 centres mais un seul programme. Et on a inclus 200 patients. Et donc les financements, c'est important que vous sachiez combien coûte ce genre d'étude, qui est simple quand même. C'est une journée d'éducation avec des infirmières, des attachés de recherche, une évaluation à 0 mois, une évaluation à 12 mois. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un médicament, il n'y a aucun danger. La DGOS a donné 200 000 €. Donc ça, c'est la Direction générale de la santé. La Société française de cardiologie a donné 50 000 € et le CHU de Montpellier, qui était promoteur, a donné 50 000 €. Donc ça fait 300 000 € pour une petite étude. C'est pour vous donner les ordres de grandeur. 300 000 €, c'est le début des budgets qu'on peut avoir pour faire ce genre d'études. Et ces financeurs, qui sont tous de l'argent public, nous demandent à nous, évidemment, de publier nos résultats et de vous les présenter. Donc ça a été évalué par un comité d'éthique. On ne fait pas de recherche en santé dans aucun pays du monde, même s'il n'y a pas de danger, sans comité d'éthique. Par exemple, que peut dire le comité d'éthique face à cette étude et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attention, vous allez évaluer l'anxiété et la dépression chez les jeunes. Qui est le psychiatre qui va s'occuper du patient derrière si vous voyez que dans un questionnaire, il y a un risque de suicide? Vous voyez? Donc, on n'avait pas pensé à ça à l'époque. On n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a modifié notre protocole pour qu'il y ait un psychiatre. Donc, le comité d'éthique, c'est indispensable. Vous faites aussi partie des comités d'éthique en tant qu'association d'usagers. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de verrous quand même qui font que normalement, on finit par faire les choses correctement. Donc, cette journée a été co-créée à l'époque. Alors, tout au début, il n'y avait que la NCC qui était dans le programme de transition. Puis après, Petit Cœur de Beurre s'est rajouté. Mais vraiment, quand on a monté le dossier sur la page blanche, on l'a co-créé ensemble. Et on s'était dit, une journée entière, c'est déjà pas mal. On va pas faire plus que ça. Au début, on faisait vraiment une journée très longue. Et puis après, on a raccourci. Donc, il y a au début l'infirmière qui fait ce qu'on appelle le bilan éducatif partagé. Ensuite, ils vont dans un groupe, les patients, avec leurs parents ou leurs conjoints, et on leur parle de leur pathologie. Puis après, on sépare les jeunes de leurs parents. Il y a un groupe pour les parents, un groupe pour les jeunes. Les jeunes vont avec une infirmière que vous voyez ici sur la photo, qui est Annie O'Hare, avec qui on a monté ce projet et qui fait de l'éducation thérapeutique ciblée sur les besoins des patients, avec différents outils d'éducation thérapeutique. Et puis à la fin,
Une fois que la journée est terminée, on fait une synthèse tous ensemble. Il y a aussi un atelier administratif pendant cette journée et on fait un rendu en direct au patient par rapport à ses propres besoins. Donc, ce qui est vraiment important, finalement, c'est la session de groupe qui va aborder les aspects médicaux, les aspects de la vie quotidienne, les aspects administratifs et ensuite la synthèse individuelle. J'ai entendu parler de la journée à Montpellier par le médecin durant une consultation avec ma malformation cardiaque qui m'a parlé de cette journée, de pouvoir venir ici en parler un peu plus, approfondir un peu le sujet. Pour 100 enfants de moins de 6 ans qui étaient suivis en pédiatrie avec une malformation cardiaque, arrivés à l'adolescence, on en perdait la moitié, et arrivé à l'âge adulte, on en avait perdu 2 tiers. 2 tiers qui ne viennent plus à l'hôpital régulièrement se faire suivre. Ces journées de transition, nous les avons créées pour le patient. Le but, c'est d'informer le patient, de l'autonomiser et de lui faire comprendre comment vivre avec sa cardiopathie. J'aimerais savoir quels problèmes ma malformation peut m'apporter dans le futur et comment je peux les éradiquer. On m'a dit quand j'étais petit que c'était pas bon de boire tout ce qui est caféine et tout, café, je me pose la question. Nous sommes maintenant dans une même région avec 2 grandes métropoles, Toulouse et Montpellier, au sein d'Occitanie. Et nous avons décidé avec mes confrères de faire un partenariat de façon à pouvoir organiser en commun ces journées d'éducation thérapeutique. Donc par région, tous les centres de compétences. Et ça, c'est très important parce que si vous partez en vacances, vous vous tranquillisez, il est important de savoir où à proximité vous pouvez aller s'il y a un souci. On les interpelle sur des situations qu'ils vont vivre à l'âge adulte, pour qu'ils puissent se projeter. Ils vont très vite être confrontés à des situations telles que partir loin pour leurs études. Du coup, où est-ce que je me fais suivre? J'arrête de me faire suivre. Ou un projet de grossesse. Ou un accès à un prêt bancaire. Voilà, tous ces sujets vont très vite arriver, il faut juste les anticiper. La patient qui est correctement informée des potentielles complications liées à sa maladie chronique, on pourra le soigner bien plus facilement que la patiente qui a tardivement encore été mal éduquée et qui aura des complications plus sévères et plus difficiles à prendre en charge. C'est vraiment intéressant de pouvoir dialoguer avec des personnes qui nous ressemblent et qui nous comprennent aussi. Donc c'est que de la discussion, c'est interactif, on participe, on discute et toujours avec le sourire et c'est vraiment c'est magique. Donc voilà ce que c'est que cette journée. Alors c'est la création de ce programme. Vous allez voir aujourd'hui, quelques années plus tard, où on en est. Il a été testé par la recherche. Grégory, que vous voyez sur la photo, il a participé à cet essai randomisé contrôlé. Alors lui, il en est à 3 études. Il va devenir plus qu'un expert. Et donc, comment ça s'est passé? Eh bien, on a pris donc ces adolescents, jeunes adultes, qu'on a tirés au sort, le groupe transition, le groupe contrôle. Et à la fin, il restait 189 patients analysables. Là aussi, c'est un autre message. Pourquoi il ne reste que 189 analysables à la fin? C'est parce que dans la vraie vie, on a le déménagement, le perdu de vue, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même un patient qui a signé pour participer à un protocole, on sait que quoi qu'il arrive, on va perdre 10%, voire 20% des effectifs et on le calcule dans notre modèle mathématique. Donc là aussi, pour certains d'entre vous qui sont intéressés, c'est un vrai engagement
la recherche. Des fois, il y a des patients qui m'aiment bien, qui me disent « Si vous voulez, docteur Amedro, je vais vous faire plaisir. » Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. C'est plus important pour vous, finalement. Et donc, on a des perdus de vue, donc ça reste acceptable. On a pu faire cette analyse statistique malgré les 11 patients qui ont été perdus de vue. Alors, c'est équitable dans les deux groupes. Et voilà les résultats en une diapositive. Donc, on était très contents qu'un an plus tard, on augmente la qualité de vie, on augmente la partie psychosociale de la qualité de vie, on augmente de manière assez importante la partie activité physique de la qualité de vie, et puis on augmente, bon ça heureusement, la connaissance de la maladie. Tout ça statistiquement par rapport au groupe qui n'a pas eu l'éducation. Donc c'est des augmentations qui restent statistiquement bonnes, mais qui ne sont pas non plus extraordinaires, pour être humble par rapport à notre recherche. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux avec un autre type de programme. On va voir après, peut-être on en discutera avec vous comment on peut améliorer. On savait bien qu'avec une seule journée d'éducation thérapeutique et des messages assez simples, on n'allait pas non plus révolutionner les choses. Mais au moins, on était assez content de nos résultats par rapport à ça. Ensuite, on regarde toujours l'acceptabilité d'un programme. Et là, on vous demande à chaque fois de nous critiquer et de participer aux motivations. On a été très surpris que des gens qui avaient signé un consentement pour participer à une étude pareille, qui avaient lu, qui avaient eu le délai de réflexion, on a un quart des patients qui ne sont pas venus à la journée d'éducation thérapeutique dans un essai clinique. C'est effroyable. Dans la vraie vie, quand on convoque des malades, il y en a 80% qui ne viennent pas aux journées. Dans la recherche, c'est 25%. Donc ça veut dire que c'est peut-être culturel en France. La médecine préventive, c'est actuellement le parent pauvre totalement. Souvent, les Français critiquent le gouvernement en disant « oui, la médecine préventive », mais le patient lui-même n'adhère pas à la médecine préventive. Donc ça, c'est un message qui est une alerte. Comment se fait-il sur une étude d'une journée pareille, un quart des malades ne soient pas venus à la journée? Malgré tout, c'est statistiquement significatif. Ça veut dire que quand même, cette intervention doit être plutôt efficace. Alors, qui n'est pas venu? On regarde quand même qui n'est pas venu. Peut-être qu'il faut changer ce programme. Ce sont ceux qui étaient plus vieux, qui avaient plus de 20 ans, donc probablement qui travaillaient. Et ce sont ceux qui, sur les scores, c'est-à-dire qu'ils sont venus quand même à l'inclusion, ils ont rempli les questionnaires, donc on les a. Hein. Mais derrière, ils ne sont pas venus à la journée. Ils étaient plus indépendants que les participants, ils vivaient beaucoup plus chez eux que chez leurs parents. Peut-être qu'ils ont voulu à un moment donné participer, puis ils se sont dit « c'est pas utile pour moi », donc voilà, 25%. Ensuite, on a fait passer des entretiens avec une psychologue chercheuse d'un panel de patients qui étaient venus à la journée, parce que les scores, c'est bien, mais il faut creuser parfois. Et parfois, un entretien par une psychologue, ça s'appelle de la recherche qualitative, il n'y a pas de statistiques. Parfois, un entretien nous fait sortir des choses. Et là, vous allez voir peut-être pourquoi on a 25% de patients qui ne viennent pas. Donc, que disent les patients qui viennent? Ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière, que c'est peut-être la plus intéressante de cette recherche. Ça a été présenté la semaine dernière à la journée d'ETP de cardiogène par Élodie Million, qui est chercheuse en psychologie et qui a fait un topo extraordinaire. Et donc, je pense que c'est presque le plus intéressant de cette étude. Alors, je ne suis pas psychologue, mais j'ai synthétisé son message et ses entretiens. Alors, comment ça se passe, la recherche qualitative? Elle fait plusieurs interviews. Et dès que les mêmes concepts de ces interviews reviennent systématiquement, eh bien, elle n'a plus besoin de patients. Et donc, sur les 200 malades qui ont été inclus, à votre avis, combien de patients il a fallu pour arriver à finalement dégager les mêmes idées à chaque fois? 14. C'est vraiment très faible. Ça veut dire que les messages étaient tout le temps les mêmes. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est comme ça que ça se passe, la recherche qualitative. Et donc, c'est des entretiens semi-dirigés qui duraient, alors je ne sais plus ce qu'elle a dit, entre 1 heure et 3 heures à peu près. Pour certains, c'était difficile. Il y a une patiente pour laquelle ça s'est arrêté en plein milieu parce que ça lui a fait ressortir des choses, donc ça a duré 20 minutes. Donc, les 3 idées qui ressortent de ça, c'est 1, je ne suis pas un cardiopathe congénital, je suis un adolescent ou un jeune adulte. La transition, finalement, c'est pas la transition de la cardiopathie. Ça, c'est la vision médicale. C'est la vision de l'infirmière d'éducation. Ça n'est pas la vision du patient. Le patient, il est avant tout un jeune qui doit passer le permis de conduire, passer le bac, faire un prêt bancaire étudiant, déménager. Voilà.
Donc notre programme est très médical, on est dans la prévention des risques, on est moins dans la partie l'ado. Voilà. On n'avait pas de psychologue temps plein, par exemple, qui puisse participer à toutes ces sessions. Donc ça, on a corrigé ça. Vous verrez, maintenant, cette transition est devenue un programme qui a dépassé l'Occitanie et on a une psychologue qui est présente systématiquement aux ateliers. Deuxième message, les jeunes veulent que la maladie soit invisible. Ça, c'est compliqué de rendre une maladie invisible alors qu'on va leur en parler toute la journée. Mais ils veulent qu'elle soit... En fait, ils déclinent dans la vie quotidienne toutes des stratégies d'évitement, c'est pas du déni, ils veulent absolument être comme les autres, les jeunes. Et donc, on a parlé de cicatrices, on a parlé de plein de choses. Et donc, dans le futur programme d'éducation thérapeutique, eh bien, on a mis l'exposition sur la cicatrice. Enfin, voilà, on a pris en compte cette partie-là. Et troisièmement, dans ce programme de transition, comme c'est un petit peu notre credo avec Sophie Guillaumont, on avait mis en place, mais de manière assez petite, dans ce programme, parfois la présence d'enseignants d'activité physique adaptée. On avait voulu positiver sur la pratique du sport, mais ce n'était pas le but primaire de cette journée. Et finalement, ils nous disent continuez à donner des messages positifs, éducatifs positifs, parce que ça, c'est bien. Donc, ils avaient énormément insisté sur les messages délivrés, en particulier sur la promotion du sport, qui n'était pas notre objectif numéro 1, mais dont on parlait régulièrement. Et donc là aussi, il faut que dans nos futurs programmes, on voit, sans nier l'évidence, comment on peut faire venir des jeunes dans ces programmes pour leur parler aussi des choses qui sont positives. Et donc en conclusion, ce programme d'éducation thérapeutique améliore la qualité de vie. C'est un vrai essai clinique comme si on avait testé un médicament, donc on est très content. L'article est en cours d'expertise dans une des meilleures revues d'éducation thérapeutique, donc on espère qu'il passera. Toutes les associations qui ont participé sont co-auteurs de ce papier. Moi, j'y ai tenu parce que vous y avez vraiment co-participé. C'est un peu symbolique, mais en tout cas, c'est important. On a évolué aussi sur les manques de ce programme. Et aujourd'hui, donc ça dépasse l'Occitanie, on a des infirmières qui ont découvert ce programme et qui s'en sont emparées pour l'améliorer, et qui ont intuitivement bien compris que la stigmatisation, l'absence de psychologue était une mauvaise chose. Et on a par exemple dans le service à Bordeaux Mélissa D'accord, qui est une infirmière primairement dédiée à la greffe cardiaque, qui a fait un mélange de ce qu'elle faisait dans son éducation thérapeutique de la greffe et de ce programme de transition pour créer, alors c'est tout frais, ça date de quelques semaines, un programme de transition dédié aux enfants, ados, jeunes adultes greffés, où elle a raccourci complètement les PowerPoints sur la base de ces résultats, mais une psychologue systématiquement, on a 2 psychologues, une dans la salle des parents, une dans la salle des jeunes, et beaucoup axé sur les problématiques des ados, jeunes adultes, sans passer à côté des messages qu'elle doit donner sur la greffe cardiaque, mais finalement, elle dit, moi ça je vais le donner dans ma consultation individuelle, en collectif, je vais vraiment axer sur ce côté ado. Et comme on ne veut pas que ces programmes soient cloisonnés à un CHU, soutenus par la filière cardiogène, ces programmes maintenant sont dans le cadre de notre filière M3C. Et donc, on veut et on a testé déjà 2-3 fois, que ce programme de transition puisse être accessible de manière un peu hybride. Il y a des patients, par exemple, de Bordeaux présents dans la salle, et puis des patients d'une autre ville, Montpellier ou autre, qui sont soit dans une autre salle en même temps, soit sur Zoom. Alors, c'est pas facile pour nos professionnels de santé. Ils ont un peu du mal à gérer ce genre de méthode, mais c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour que nos patients participent. On est quand même assez inquiet, malgré tout, même encore maintenant, du taux de personnes qui disent oui, mais ne viennent pas. Sauf quand la maladie est particulièrement grave. Mais quand la maladie est particulièrement grave, en général, il y a déjà eu de l'éducation en individuel, au quotidien. Donc là, par exemple, évidemment, pour la greffe, on a fait ça le comble, quasiment, tous les jeunes sont venus, et c'était un vrai succès. Voilà. Donc la recherche, les résultats de cette recherche a permis de sortir de la région dans laquelle c'était fait initialement pour essayer de le diffuser à un plus grand nombre. Donc il y a eu Marseille, Montpellier, Bordeaux et Nantes qui se sont connectés 1 ou 2 fois. C'est pas encore parfait, il faut qu'on améliore encore cette technologie hybride. Mais en tout cas, c'est vraiment soutenu par le réseau M3C qui concerne les malformations cardiaques congénitales complexes.
Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Ouais, moi pour rigoler un petit peu, mais pas tant que ça, faudra aussi prévoir une transition adulte et troisième âge bientôt, parce que je pense qu'on va bientôt être concerné. Et c'est pas complètement faux, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, en vieillissant, on se rend compte qu'il y a des choses qui émergent. Et non, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est cette volonté des jeunes de cacher. Moi qui suis un militant de plein de causes, bon, la discrimination, c'est quand même quelque chose d'important. Cacher, c'est aussi s'exposer à être discriminé le jour où ça se révèle, parce qu'il y a des fois, on peut plus cacher et ça se révèle. Donc moi, ça m'a surpris. Est-ce que cette question a été creusée, en fait? Alors, à creuser, la psychologue, effectivement, elle a creusé la question, et en fait, on est complètement d'accord avec votre conclusion. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, moi, je pense que ce que vous venez de dire, vous, là, devant un panel de jeunes, a 1000 fois plus de poids que ce que je vais dire moi, ou même la psychologue. Et donc, le fait que, c'est un peu caricatural, mais je suis un combattant, j'ai une cicatrice, je m'en suis remis, etc., ce discours assez positif, ou de leur montrer les expositions que les associations ont faites sur les cicatrices, par exemple en noir et blanc, des photos comme ça. Je prends l'exemple de la cicatrice parce que c'est revenu souvent. Les droits du handicap, la non-discrimination, etc. Après, c'est des ados, jeunes adultes. Donc, il faut savoir, ils en ont un peu rien à faire de ça. C'est-à-dire qu'un ado, jeune adulte, en fait, la cardiopathie, c'est un des éléments qui montre qu'il est différent des autres. Mais vous savez qu'un ado, finalement, tout ce qui va faire qu'il est différent des autres, il va mal le vivre. Donc, ils n'ont pas la même vision que nous. Mais moi, j'ai pas beaucoup de solutions, à part de faire venir Grégory ou un patient expert, pas trop vieux hein, quand même, parce que dès qu'il est trop vieux, on sent qu'un patient expert un peu jeune, qui va leur dire, non mais, sois fier, y a pas au contraire, t'es un winner, ils ont un vocabulaire en plus qui n'est pas le nôtre, etc. Ça peut marcher, mais je suis pas psychologue, hein, mais en tout cas, vous en parlerez avec Johanna cet après-midi. C'est un vrai problème. Moi, ça m'a posé des problèmes parce que tout le programme, c'est l'inverse de ça. Ouais, alors moi, j'ai aussi été enfant, ado, hein, 48 ans, mais voilà. Et alors moi, c'était à l'inverse, quand j'étais petit, ma cicatrice, alors je pense que c'était un petit peu différent sans faire de sexisme entre les garçons et les filles, mais moi, en fait, j'étais plutôt surpris quand j'allais sur la plage ou à la piscine, des autres qui n'avaient pas de cicatrice. Je me souviens de ça étant petit, en fait, je trouvais que c'était plutôt eux qui étaient anormaux. Donc ça, c'est toujours un peu pour l'anecdote, mais moi, je ne sais pas. Après, c'est quand j'ai grandi, je dis, ben ouais, en fait, c'est moi qui ai la cicatrice. Mais oui, après, faut être honnête, on a composé. Enfin, moi, j'ai fait ma vie. On a parlé des prêts bancaires. Moi, je suis enseignant pour passer les concours. J'ai un peu contourné le sujet, hein, parce qu'effectivement, ça aurait pu me poser problème. Au collège, le docteur Baptiste, à l'époque, m'avait dit, bah, tu fais du sport. J'ai passé les épreuves du bac, mais j'avais pas le droit de faire de cross. Et ça, c'était un moment discriminant. Enfin, c'était un moment que je vivais où j'étais mis de côté et un peu à part, mais... Donc, de toute façon, ça s'impose à nous à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors, je ne sais pas, les enfants aujourd'hui, s'ils ont le droit de faire le cross ou quoi que ce soit. J'imagine que ça dépend des cas, de toute façon. Mais de toute façon, à un moment, ça nous rattrape, de toute façon. Donc c'est vrai que, enfin, voilà, je pense que l'idée, c'est ça, c'est de comment on vit avec et comment on en fait une force, parce qu'après tout, même si on n'a pas de cardiopathie, même si on n'est pas malade, on a d'autres choses qui nous singularisent, quand même. Alors, il y a 2 éléments de réponse. Donc, le premier, bon, simple, aujourd'hui, c'est bien mieux que quand vous étiez petit. 90% des enfants aujourd'hui ont une aptitude physique, une VO2 normale. 90% des enfants ont une qualité de vie normale. C'est important que vous sachiez ça. C'est ça les résultats de cette recherche. Et la quasi-totalité peuvent à peu près faire toutes les activités physiques et sportives qu'ils souhaitent, à quelques détails près. Et on est aujourd'hui, Sophie en parlera mieux cet après-midi, dans une décision qui comporte aussi l'avis du patient. C'est fini l'époque où on disait oui, non, avec le certificat médical. Aujourd'hui, c'est la décision partagée. En gros, ce qu'on dit dans l'éducation thérapeutique, c'est la question n'est pas savoir que tu puisses faire du cross ou pas, c'est qu'est-ce qu'on va trouver pour toi. Donc le discours a changé. La deuxième chose au niveau psychologique que dit Élodie Mignon dans ses travaux de recherche qui sont très intéressants
et à côté duquel on est totalement passé, enfin on l'a vite senti, c'est qu'à la base, on a mis les parents à part des ados parce qu'on ne voulait pas parasiter le groupe d'ados, les jeunes adultes. Sauf qu'on s'est aperçu qu'on avait totalement sous-estimé la souffrance des parents. Les sessions se terminaient toujours en pleurs, toutes sans exception, au point qu'aucun médecin voulait aller avec ces sessions parce que sans psychologue pour essuyer les larmes, c'était très compliqué. On a fait la session de la greffe, ça s'est passé quasiment de la même façon. Enfin, ça réactive un degré de souffrance parentale qui est majeur. Élodie Millon a évalué ça. Et donc, dans cette invisibilité demandée par les ados, il y a la protection de leurs parents. Ils ont déjà vécu tout ça, on ne va pas leur en rajouter. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais clairement, on est passé à côté de la souffrance des parents dans nos programmes de transition. Ce n'était pas l'objectif, nous, notre patient, même si dans le TP, on doit prendre en compte l'entourage, c'est le jeune. Et donc, à chaque fois, quand la psychologue maintenant dit il faut quand même que vous fassiez suivre, vous avez un trauma qui a été évalué par les psychologues chez les parents. Et c'était peut-être il y a 20 ans ou 25 ans, mais cette journée, elle réactive un trauma. Au point que les ados voulaient voir la vidéo du bloc opératoire avec le sang et tout, ils veulent voir ça, c'est leur histoire, et que les parents font des malaises. Donc, ça, il faudra qu'on le fasse avec les moyens que nous donne l'hôpital public. Le plan maladie rare impose qu'il y ait des psychologues dans tous les centres de référence et de compétences maladie rare. Mais dans les budgets et dans la vraie vie, il y a très peu de centres qui ont des psychologues temps plein dédiés aux cardiopathies congénitales. On a la chance à Bordeaux d'en avoir une. La Crédit de la Recherche, on paye le poste d'une deuxième. Quand on a monté ce poste au démarrage à Montpellier, on n'avait pas de poste de psychologue au CHU. On a utilisé le temps de psychologue de l'Institut Saint-Pierre. Enfin, vous voyez, il y a un vrai problème. Et puis, il y a un problème de la mentalité française, parce qu'il y a quand même des psychologues en ville. L'hôpital ne va pas répondre à tout quand même. Il y a la médecine de ville. Et il y a un frein à aller se faire suivre par un psychologue de ville quand on est un parent. Et je pense que en tout cas dans le niveau de la recherche, les parents, les enfants, les ados protègent leurs parents. Et donc cette invisibilité, elle est aussi là. Ça ressort, vous lirez l'article, vous inviterez Élodie qui vous en parlera, c'est très intéressant. Pascal, je te fais juste un petit commentaire sur l'invisibilité. Effectivement, de temps en temps, on rencontre des jeunes qui n'ont pas ce même rapport à l'invisibilité et qui nous font des témoignages hyper intéressants et vrais avec leur vocabulaire à eux. Comme tu dis, du coup, est-ce que nous, en tant qu'association de patients, on ne peut pas amener ça qui est de filmer peut-être ces témoignages et qui sera un apport complémentaire sur ces journées-là. Nous, on en connaît ici à Bordeaux. Je pense que chez Petit Cœur de Beurre, vous en rencontrez aussi, à la NCC aussi. Ça peut être une action intéressante parce que les jeunes vont s'adresser à eux avec leurs mots et puis avec leur technique. Moi, je pense à une jeune qui a été là il n'y a pas longtemps et qui m'expliquait que quand on lui parlait de sa cicatrice, elle disait toujours « je me suis fait griffer par un lion ». Tu as totalement raison, c'est intéressant ce que tu dis. C'est donc cette journée greffe qu'on a faite avec Mélissa. On ne veut pas non plus refaire tout le temps la même chose, on veut vraiment s'améliorer. Et donc, le débrief a été celui-là. Et donc, on va utiliser la greffe, mais on pourra le déployer. Ça a été que dans les méthodes de com, ces petites vidéos très courtes, donc il y avait des patients experts à cette journée-là pour la première fois. Je ne sais pas qui parmi vous y était. Voilà. Si tu veux peut-être dire un mot, en tout cas, ça a été, tu te souviens, on s'était dit, il faut qu'on fasse ces vidéos. Parce que c'est un moyen de diffuser le TP un peu plus moderne que le PowerPoint ou quoi. Donc, il faut qu'on s'y mette. Et avec les différents corps de métier, faire parler l'asso, faire parler le patient, le soignant. Oui, c'est ça. En effet, à la fin, on s'est tous réunis pour évoquer du coup le retour à chaud de cette première journée transition greffe, qui était très intéressante. Moi, j'étais du côté des patients sur Juin, et donc des adolescents. Et vous, docteur Médreau, vous étiez avec les parents. Et tout à fait, donc là, on est déjà en contact avec les parents parce que nous avons vraiment à cœur de les faire participer aussi à ça, parce qu'on a eu beaucoup de souffrance. Donc nous sommes déjà en contact avec eux afin de pouvoir faire des petits teasings qui permettront d'améliorer ce rapport-là aussi. Oui, on est vraiment dans la co-construction de choses avec vous. Là, l'idée vient de vous, clairement. Moi, je n'ai pas eu cette idée-là. Donc, c'est vrai que quand vous êtes présent,
Et en plus, nos infirmiers sont très demandeurs. Ils ont besoin de votre aide aussi, hein. Ils ont un temps réduit, vous avez vu, hein. Mélissa, elle fait ça presque parfois en dehors de son temps. Et c'est pareil à Montpellier, enfin dans toutes les villes, hein. Et donc, vous amenez des supports, des fiches, des vidéos, enfin voilà. Et il faut juste à chaque fois se dire, attention, quitte à le faire, faisons-le pour le plus grand nombre. Voilà. C'est pas juste un programme local, il faut que derrière cet outil, qu'on réinvente pas les choses à chaque fois. Donc on a déjà pas mal avancé là ici avec des crédits d'assaut de patients pour des vidéos de TP, promotion du sport, parcours patient, enfin on a pas mal de vidéos déjà qu'on va implémenter sur un futur programme de recherche. Donc on a déjà fait ça, un peu. Bonjour. Moi, je suis maman d'une ado et justement, la souffrance du parent, on y est en plein dedans, en thérapie évidemment, en ville. Et l'ado, elle est à la fois partagée par cacher, pour protéger les parents, parce qu'il ne faut pas les faire souffrir, ils en ont déjà pris assez, et en même temps à être à cacher à ses camarades, parce que mettre un débardeur qui se voit une cicatrice, c'est pas possible. Là, il y a eu la question du cross. Elle a refusé de faire le cross, pas parce que je pense pas qu'elle soit pas capable, mais parce qu'elle en a peur. Donc, elle s'est mise du côté où elle va aller aider les collègues, distribuer les lots et participer, mais en se protégeant. Et elle n'a pas participé encore à une journée de transition? Non. Donc c'est tout à fait, là vous êtes en train de résumer la raison pour laquelle on a créé cette journée, hein. Ouais. On répond, alors on peut pas répondre à tout, la journée peut pas faire de l'évaluation psychologique fine, etc. Mais en tout cas, la réassurance sur le sport, on le fait. Pas pour dédramatiser, on dit vraiment la vérité. Il faut que tu fasses simplement un test d'effort avant, on est très concret. Donc ça marche d'ailleurs, dans les statistiques, ça marche. Le fait de se faire suivre par un psychologue quand il y a besoin, effectivement, si l'infirmière, elle voit que dans son bilan éducatif, il y a un souci en individuel et pas en collectif, on en parle. Et on a l'impression que le fait de voir d'autres jeunes, sportifs de haut niveau pour certains, hein, qui sont présents à ces journées comme patients experts, voilà, Et puis après, pour ceux qui vraiment ont un problème particulier, on leur propose d'autres protocoles. Par exemple, votre fille, elle peut rentrer dans un protocole de réhabilitation sport, voilà. Donc ces journées, ça leur est très bénéfique. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, 80% des jeunes ne veulent pas venir. Ils viennent pour leur bilan d'HDJ annuel, ils n'ont pas trop le choix. Mais si on leur rajoute une journée d'éducation thérapeutique, ils ne viennent pas. Alors on a testé avec Mélissa, mais on ne le refera plus. L'HDJ, ECG, Holter, test d'effort, IRM, écho, le matin, donc déjà, il faut tout caler dans le matin, et derrière la transition. Plus jamais. C'était la demande des patients. Mais ça fait une journée à rallonge. En plus, si on annonce quelque chose au patient de pas très agréable, derrière, il enchaîne sur le TP. Alors, on l'a fait qu'une fois. Mais c'était, en tout cas, le premier retour n'était pas très positif. Par contre, le malade lui-même, il dit, oui, bon, moi, je suis venu une bonne fois pour toutes sur une journée. Voilà. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des des patients plus âgés qui parlent aux jeunes, en fait. Alors, on a tout, oui. Bien ça. Alors, les patients les plus âgés qui ont participé à la création de ce programme au départ, c'est finalement les membres des associations de patients. Et ensuite, on s'est aperçu, quand on les a interrogés, qu'ils s'identifiaient beaucoup plus à quelqu'un d'un peu de leur âge. Les ados en particulier, les jeunes adultes, surtout les ados, ils ne s'identifieront pas à quelqu'un qui a 40 ans. Pas du tout. Et on a Soui, qui est une des membres de Petit Cœur de Beurre, qui a fait des conférences extraordinaires, qui même se moquait des médecins sur leur apparence physique, sur leur stature, sur leur posture. Elle disait, mais non, mais moi, ça n'a jamais marché chez moi, ça. C'est intéressant ce qu'elle dit. Donc, on est parti sur... Après, on n'a rien inventé, on a regardé ce que les autres faisaient. La transition, ça concerne toutes les maladies chroniques, les PER, PAIRS, les experts PER. Il y a un processus d'identification qui est plus facile. Vous voyez Grégory. Hein. En fait, c'est informel. Ils vont manger ensemble, après les topos, et puis Grégory va dire à un jeune, mais comment ça, tu fais pas de cross ?
mais pourquoi, etc. Mais vraiment, et ton courrier médical, est-ce que tu l'as lu? Et les jeunes nous disent, bah non, c'est mes parents. Et à la fin du courrier médical, on marque pas de contre-indication sport, par exemple, vous voyez. Donc il y a de la mauvaise info. C'est assez informel, parce que la notion de patient expert, c'est un peu nouveau. On est en train de commencer à mettre des patients experts qui fassent vraiment le soin. Jusqu'à présent, c'était assez informel. Pour rebondir, Pascal, quand tu parlais de Sophie, nous, Sophie, par exemple, à Necker, elle allait manger avec les jeunes le midi. Elle avait à l'époque 24 ans, donc elle était encore jeune pour ces jeunes-là. Elle était jeune, elle est encore. Mais... Et pour répondre à votre question, elle leur disait, bah, moi, j'ai arrêté de me faire suivre pendant 7 ans. Et du coup, 7 ans après, j'ai dû me faire réopérer parce que je m'y suis pris trop tard. Et du coup, j'ai dû aller en réadaptation, faire du sport avec des vieux qui transpirent, qui ont des pantalons en velours parce que les centres de réhabilitation. Et donc, elle donne le mauvais exemple à ses pairs et elle dit, voilà, faites pas comme moi, quoi. Et effectivement, ça, c'est un message que le père aidant peut donner, mais que si toi, tu le donnes, tu n'auras pas le même impact. Me paraissent assez importantes. Tout ça, c'est très bien, bien sûr qu'il faut le faire, ça me paraît indispensable, mais j'ai l'impression déjà que ça arrive un peu tard dans l'appropriation de la pathologie ou de la maladie par le jeune ou par l'enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de transition, donc ça voudrait dire qu'on considère qu'il y a quelque chose qui était bien fait avant, pour passer à quelque chose qui est mal fait, c'est-à-dire à l'âge adulte. Mais je crois que toute cette démarche, elle doit se faire peut-être dès le lendemain du bloc opératoire cancéreux, peut-être même dès la veille, peut-être même dès la période fétale. Je pense que tout ça, c'est les éléments aujourd'hui sur ce programme de transition. Il devrait commencer à ce moment-là et jamais s'arrêter. Parce que là, finalement, on est en train de ramer contre des situations qui sont ancrées, contre des mauvaises habitudes, contre des frustrations, contre un rejet d'une multitude de choses. Donc ça c'est le premier élément. Donc moi je fais partie des gens qui pensent que toute cette approche-là, elle doit être au sein du service, au sein des équipes, et que c'est un travail quotidien, chaque jour, sur lequel on doit accompagner les parents d'abord, puisque finalement ça commence comme ça pendant l'enfance du patient, et ensuite de continuer à l'accompagner à l'adolescence et dans le reste. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est je pense qu'il faut aussi faire des programmes d'éducation thérapeutique pour les médecins. Parce que bien évidemment, ce qu'on entend de se dire, je peux faire un cross, je peux pas, je peux faire du sport, mais au rythme, tous les certificats qu'on voit écrits tous les jours, encore aujourd'hui en 2023, par des cardiopédiatres ou par des médecins dits experts ou appartenant au réseau M3C ou dans les choses, je pense que ça commence aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire, qui aujourd'hui, quel cardiopédiatre français peut dire à un gamin véritablement ou le laisser faire un cross sans qu'il ait eu une évaluation qui va être exhaustive? Je parlais de VO2 tout à l'heure. Quels sont les centres aujourd'hui qui font des VO2 chez les enfants? Je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est extrêmement difficile. Oui, bien sûr, mais voilà, sur le principe. Et pour pouvoir arriver à dire à ce moment-là, oui, tu peux faire du cross, tu peux en faire, tu peux pas en faire. Donc bien évidemment qu'il y a un principe de précaution, c'est ce qui a régi ces pathologies-là. Tir à l'arc, sport isotonique, voilà, on a fait des générations entières de gamins comme ça, bien sûr, pas de cross, pas de sport, attention à l'endurance. Tout ça, c'est écrit encore dans les carnets de santé, il suffit de les ouvrir de temps en temps pour voir que c'est marqué à toutes les pages du carnet de santé. C'est juste ça le message. Donc peut-être qu'il faut faire des ateliers, mais peut-être qu'il faut faire aussi des ateliers pour les médecins, et puis peut-être aussi qu'il faut arriver à définir des critères très précis de quelle est l'exclusion à l'activité sportive chez l'enfant qui a été opéré du cœur. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui manque, à mon sens, quand on observe et qu'on prend un peu de hauteur sur ce problème ou ces problématiques. Non, mais tu as raison, le TP, là, ça y est, ça démarre maintenant dès le prénatal, tout le monde s'y met. Alors, c'est peut-être un peu moins structuré que ce genre de choses et hors recherche. Cet après-midi, vous verrez, sur la base de ce que dit Jean-Benoît Tambo, on s'est aperçu que ce programme, on le démarrait trop tard. C'est un des résultats. Et donc, le futur programme de TP, de réhabilitation, de promotion de l'activité physique va démarrer dès qu'ils ont l'âge de faire leur premier test d'effort. Donc, je suis 100% d'accord avec ça. Il ne faut pas que dans 10 ans, on en soit encore là. Ça, c'est les résultats de quelque chose d'il y a 10 ans. Alors, il y a aussi un autre message, c'est que pour en arriver du premier centime à la publication, il faut 5 à 10 ans. Donc ça, on a créé le programme en 2014, on a eu les crédits en 2018, 2017,
Et on a la publication maintenant, vous avez vu le temps. Et donc évidemment, depuis, on s'est dit heureusement qu'il faut faire ça. Et donc la conclusion, 100% d'accord, il faut le faire dès le départ. Et j'espère que dans 10 ans, il n'y aura même plus besoin de faire des journées de transition qui sont des sessions de rattrapage. Hein. C'est ce que Jean-Benoît va un peu dire. Oui, moi je suis une cardiaque congénito. On va prendre la dernière question parce qu'il est midi. Ça marche. Les gens vont poser des questions toute la journée et après cette dernière question, on va aller déjeuner pour qu'on ait la bonne et vous pourrez poser vos questions à Pascal, à Jean-Benoît. Donc moi je suis cardiaque congénito et j'ai été opérée à l'âge de 17 ans. Quand j'ai été opérée, le médecin m'a dit vous êtes guérie. Donc, j'ai eu une consultation 1 an après, 6 mois d'abord après, 1 an après, et il m'a dit, vous êtes guérie. Donc, pour moi, je suis guérie. Je n'ai pas besoin de suivi médical. Et pendant des années, je n'ai pas eu de suivi médical. J'ai été enceinte, j'ai eu mon fils par césarienne, et je voudrais que les médecins disent quand on est opéré, ne pas être guéri. Parce qu'une petite image très simple, quand vous avez un pantalon, que vous faites un accroc dessus et que vous l'apportez à la couturière et qu'elle vous le répare, ce n'est pas un pantalon neuf, c'est un pantalon usagé qui risque de recraquer. Et un cardiaque, c'est ça aussi. Non, bien sûr, hein, vous êtes 100% d'accord. Alors, pour défendre mes aînés, à l'époque, il y avait un tel taux de mortalité que quand l'enfant sortait du bloc opératoire vivant, ils étaient déjà très contents. Alors peut-être que cet enthousiasme a dépassé les choses et puis on ne savait pas. Et quand on ne savait pas, c'était une autre médecine, c'était une médecine un peu plus paternaliste, peut-être bienveillante. C'était un discours bienveillant. Vous êtes guéri et en fait, on ne l'était pas complètement ou pas du tout. Ça a entraîné, ça a contribué à ce que vous décrivez. Alors aujourd'hui, c'est fini, rassurez-vous. On n'utilise plus ce mot-là, même si des fois on a envie quand même. D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis suivie, j'ai de l'oxygène et j'ai des pathologies qu'il faut un suivi médical 2 fois par an par un cardiaque. Merci beaucoup.